je vais commencer. Bienvenue à tous et merci de nous joindre aujourd'hui pour notre 6e webinaire de la série COVID-19. Moi, je m'appelle Pascal Lambe, je suis un membre du secrétariat à A2I et je serai votre modératrice pour ce webinaire. Avant de commencer, pour ceux d'entre vous qui participent pour la première fois, j'aimerais expliquer un peu en quoi consistent nos webinaires. Ces webinaires sont un projet conjoint de l'Association internationale des contrôleurs d'assurance (AISA) et de l'initiative Accès à l'assurance A2I. Chacun de nos webinaires traite d'un sujet d'actualité auquel les contrôleurs d'assurance sont confrontés. Le sujet d'aujourd'hui fait partie d'une série exceptionnelle en réponse à la pandémie COVID-19. Dans notre série, nous avons couvert les implications de la pandémie pour les assureurs, les contrôleurs, les consommateurs et les populations à faible revenu. Nous avons établi un partenariat avec le Centre Toronto, l'OCDE, et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Nicole Byers du Centre de régulation et d'inclusion financière. Ils sont mieux connus comme Sanfri. Nicole va présenter le rapport et la recherche par Sanfri sur les produits d'assurance liés aux services de transfert d'argent. Aussi, aujourd'hui, on est rejoint par le secteur d'assurance avec Quentin Guissero d'AXA Clients Émergents, qui va partager les réalités pratiques du fonctionnement des produits d'assurance liés aux services de transfert d'argent. Avant de commencer, je suis très heureuse que nous avons avec nous aujourd'hui Nicolas Colpert de l'AISA, notre partenaire dans l'organisation de ces appels. J'aimerais donc inviter quelques mots. Bienvenue Nicolas et allez-y, je vous passe la parole. Nicolas, je ne pense pas que Nicolas, je pense qu'il était là il y a quelques secondes, mais je pense qu'il a dû tomber. OK. Bon, alors je vais passer. Je vais expliquer un peu comment expliquer brièvement le format d'aujourd'hui. On a 2 présentations et à la fin, on a le temps pour des questions. Vous pouvez poser vos questions soit en allumant votre micro, soit par écrit en utilisant la fonction chat. Si vous préférez écrire un email pour nous adresser vos questions, l'adresse électronique est consultation.col@a2i.org. Maintenant, nous allons couper le son de vos micros pendant les présentations, mais n'hésitez pas à rétablir le son si vous voulez poser des questions. Je vais maintenant passer la parole et les contrôles à Nicole. Nicole, encore une fois, bienvenue et allez-y. Merci beaucoup, Pascal, pour l'introduction. Donc, next, s'il vous plaît. Bon. La prochaine, s'il vous plaît. The previous one, please, Caroline. Merci. Voilà. Donc, veuillez patienter avec moi, s'il vous plaît. Bonjour. Le français n'est pas ma langue maternelle, mais aujourd'hui, nous discuterons le potentiel des produits d'assurance liés aux services de transfert d'argent. Les transferts d'argent sont particulièrement importants par les pays en voie de développement. En 2017, plus que 200 millions de personnes ont envoyé presque 530 milliards de dollars américains vers leur pays d'origine. Bien que les transferts d'argent puissent prendre plusieurs formes, ils impliquent souvent un travailleur migrant qui envoie régulièrement de l'argent pour subvenir aux besoins de sa famille restée au pays. Ces transferts jouent un rôle déterminant pour lisser la consommation et aider les ménages à mieux faire face aux dépenses imprévues. Les transferts d'argent sont particulièrement importants en temps de crise, que ce soit une crise familiale ou mondiale comme l'actuelle pandémie du COVID-19. L'histoire montre que malheureusement, les mouvements de transfert d'argent sont souvent érodés quand il importe le plus. En raison du COVID-19, la Banque mondiale estime que les transferts d'argent vers l'Afrique subsaharienne chuteront
d'environ 23% entre 2019 et 2020. L'effet des crises sur les mouvements de transfert d'argent et sur la résilience met en évidence la nécessité de disposer des produits financiers qui permettent aux expéditeurs de continuer à envoyer de l'argent ou encore de couvrir l'impact de ces chocs sur destinataires. Les produits d'assurance liés aux services de transfert ont le potentiel de viser précisément ces objectifs. Donc, next, please. Donc, que sont les produits d'assurance liés au transfert d'argent? Ces produits sont des assurances proposées ou bien facilitées par des prestataires des services de transfert de fonds ou les PSTF. Par facilité, je veux dire que le PSTF peut distribuer ou vendre d'assurances et peut aussi gérer la perception des primes, les déclarations de sinistres et aussi l'émission des paiements. Next. Il y a quelques exemples sur la diapositive ici, notamment ceux lancés par AXA pour couvrir les risques des expéditeurs. Next, please. Donc, les produits d'assurance liés aux services de transfert d'argent, pourquoi offrent-ils potentiel? Comme je l'ai dit plus tôt, les migrants sont déjà nombreux à utiliser des services d'envoi d'argent. De plus, les expéditeurs et les destinataires sont tous deux confrontés aux risques, tels que d'accidents, de maladies et de décès, etc. En augmentant notamment le nombre de souscriptions d'assurance, ce type de produit renforce leur résilience. Ce type de produit peut aussi garantir un flux constant d'envoi de fonds, même lorsque les expéditeurs subissent un choc financier. En outre, des études antérieures montraient que la demande pour ces produits existe déjà. D'après une étude sur les expéditeurs de fonds numériques du Royaume-Uni au Cameroun, au Kenya, au Nigeria et en Ouganda, 21% des répondants ont déclaré avoir envoyé de l'argent pour couvrir le coût des primes d'assurance. De plus, la recherche montre que les expéditeurs seraient disposés à envoyer plus d'argent ou d'envoyer l'argent plus fréquemment s'ils pouvaient envoyer directement à un assureur dans le pays d'origine. Enfin, les PSTF sont des partenaires stratégiques de distribution pour les assureurs, car, entre autres, ils regroupent déjà un grand nombre de personnes sur une seule plateforme. En devenant partenaires de distribution des assureurs, les PSTF peuvent gagner une commission passive sur chaque police d'assurance vendue, augmentant ainsi leurs résultats nets. Next, please. Donc maintenant, nous savons un peu pourquoi ce type de produits sont utiles, mais concrètement, comment ces produits fonctionnent-ils? Next, please. Nous avons identifié 4 opportunités de modèles d'assurance liés au transfert d'argent. Ces modèles sont donnés à titre d'illustration, car leur conception et la répartition des rôles peuvent différer en fonction de la réglementation, ainsi que des accords de partenariat entre les assureurs et les PSTF. Il y a beaucoup d'informations détaillées sur les diapositives suivantes, mais les principaux enjeux à prendre en compte sont sur cette diapositive. Donc, les 3 questions. Quels sont les risques couverts, les risques des expéditeurs ou des destinataires? Dans quelle juridiction se trouve le souscripteur dans le pays d'accueil ou le pays d'origine? Et dans quelle juridiction se déroule la lecture et la signature du contrat de police? Next, please. Modèle 1 couvre les risques des expéditeurs dans le pays d'accueil.
L'expéditeur utilise les paiements pour garantir un versement cohérent au destinataire malgré les chocs personnels subis, préservant ainsi la continuité des envois de fonds. Un assureur dont le pays d'accueil est le souscripteur et tous les aspects de la chaîne de valeur de l'assurance se déroulent dans le pays d'accueil. Ce modèle est ainsi le plus simple du point de vue du partenariat et aussi de la réglementation. Next slide, please. On peut voir qu'il y a des similarités entre modèle 2 et le modèle précédent. La principale différence, c'est que ce modèle couvre la responsabilité de soutien financier de l'expéditeur. Ça veut dire qu'il s'agit d'un autre type de risque. Donc, lorsque le destinataire est soumis à un stress financier inattendu, les expéditeurs ont l'obligation d'envoyer plus d'argent que d'habitude et subissent ainsi une charge financière. Et le modèle 2 couvre ce risque. Next slide, please. Modèle 3 couvre les risques des destinataires. L'expéditeur paie les primes pour le compte du destinataire, qui est le titulaire de la police d'assurance, et le PSTF facilite la perception des primes. Un assureur dont le pays d'origine est le souscripteur et avec ses partenaires de distribution dans le pays d'origine peut vendre la police au destinateur. Le PSTF du pays d'accueil peut également commercialiser la police auprès de ses clients, des expédiateurs. La diapositive montre que les aspects de la distribution se déroulent dans le pays d'accueil, tandis que tous les autres aspects de la chaîne de valeur de l'assurance se déroulent dans le pays d'origine. Next slide, please. Enfin, modèle 4 couvre une famille à travers les juridictions. Idéalement, il s'agit d'une police d'assurance unique, souscrite dans un pays couvrant à la fois les risques de l'expéditeur et ceux du destinateur. Ce modèle répond le mieux aux besoins des familles, à notre avis, mais actuellement, c'est le plus complexe d'un point de vue réglementaire. La diapositive illustre une version de ce modèle dans laquelle la plupart des aspects de la chaîne de valeur de l'assurance se produisent dans le pays d'accueil. Néanmoins, certains aspects tels que la vérification des déclarations de sinistres émises par le destinataire peuvent nécessiter un partenariat entre l'assureur du pays d'accueil et un assureur ou un prestataire de services techniques dans le pays d'origine. Alternativement, bien sûr, cela peut être inversé lorsque le souscripteur est basé dans le pays d'origine. Next slide, please. Si l'opportunité offerte par les produits d'assurance liés au transfert est évidente, autant pour les assureurs que pour les PSTF, pourquoi ces produits n'existent plus? Next slide, please. Nous trouvons qu'il y a 4 obstacles clés. Ces produits nécessitent un partenariat entre au moins 2 entités, les assureurs et les PSTF, et ils peuvent être dans des zones géographiques différentes. Donc, cela s'ajoute aux autres subtilités du partenariat, telles que l'intégration des systèmes informatiques, etc. De plus, de nombreux assureurs voient bien le potentiel, mais ils ne sont pas sûrs que la structure et les cadres réglementaires dans lesquels ils opèrent sont propices à de tels produits. Leur hésitation à engager des coûts les empêche d'associer à des PSTF pour offrir de tels produits. En outre, les produits d'assurance liés au transfert sont soumis aux plusieurs exigences réglementaires de plusieurs organes de régulation. Donc, s'il n'y a pas de coordination entre les organes de régulation ou bien les contrôleurs, certains aspects de ces produits peuvent se trouver dans des zones d'ombre. Enfin, dans certains environnements réglementaires, la nature numérique de ces produits serait même interdite.
De plus, dans le cas des modèles qui font intervenir plusieurs juridictions, certaines législations peuvent constituer des barrières réglementaires majeures aux entités étrangères qui interviennent dans la chaîne de valeur de l'assurance. Next, please. Donc, pour gagner un peu de temps, je ne vais pas vous parler de ces deux positifs détaillés. Et je vais plutôt vous parler des principaux résultats de nos travaux de recherche sur les obstacles réglementaires généraux. Mais s'il vous plaît, veuillez prendre le temps de les lire après ces webinaires. Next slide, please. And the next slide, please. Great, thank you. En collaboration avec AXA et FSB Africa, pour mieux comprendre le potentiel de ces produits d'assurance en Afrique subsaharienne et aussi les implications de la réglementation dans la pratique, nous avons mené des évaluations de faisabilité réglementaire dans deux canaux, du Royaume-Uni vers le Nigeria et de la France vers la Côte d'Ivoire. Plusieurs obstacles réglementaires généraux affectent la faisabilité des produits, quel que soit le modèle recherché. Pour certains modèles, différents aspects de la chaîne de valeur de l'assurance se situent dans différentes juridictions. Cela signifie que le produit est réglementé par les lois de deux pays et que dans certains cas, la même activité peut être soumise à la réglementation de deux juridictions différentes. En outre, certaines réglementations consultées n'avaient pas explicitement envisagé l'accroissement de la numérisation, entraînant les zones d'ombre ou les obstacles suivants. Quant à l'intermédiation, dans certains cas, le PSTF ne se classe pas parfaitement dans les catégories d'intermédiaires d'assurance autorisée où la réglementation de l'intermédiation exige que tous les membres du personnel obtiennent une certification professionnelle spécifique pour vendre des produits. Il est important de permettre au PSTF d'agir en tant qu'intermédiaire d'assurance sans exigence de licence supplémentaire. Quant à la perception des primes, certaines réglementations en Afrique subsaharienne constituent un obstacle important pour la perception numérique des primes. Dans un cas, la réglementation interdit aux intermédiaires de recouvrer les primes à moins qu'ils ne soient en chèque libellé à l'ordre du souscripteur ou en espèces jusqu'à un certain seuil. Quant aux signatures électroniques, les signatures électroniques sont souvent autorisées, mais leur légalité manque de clarté et donc leur application est encore timide dans le secteur d'assurance en Afrique subsaharienne. Enfin, il y a aussi des obstacles au processus de vérification de l'identité de la clientèle. Le processus de vigilance à l'égard de la clientèle, en anglais Customer Due Diligence, et la connaissance cliente, en anglais KYC, peuvent entraîner l'exclusion des transferts et des assurances, car le processus nécessite souvent la vérification de l'identité sur la base des documents clés inaccessibles aux certains individus, par exemple un document d'identité ou un passeport. Dans certains cas, les exigences KYC pour les produits d'assurance, en particulier l'assurance vie, sont plus strictes que pour les PSTF. Cependant, lorsque les polices d'assurance sont de faible valeur, les risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est limité. Mais malheureusement, de nombreux pays en Afrique subsaharienne doivent encore mettre en œuvre une approche fondée sur les risques. Next slide, please. Quand on applique ces considérations réglementaires au modèle que j'ai mentionné plus tôt, on trouve que, quant à modèle 1, la réglementation est généralement favorable parce que tous les éléments se déroulent dans la même juridiction.
Quant à modèle 2, il n'est pas sûr que la réglementation autorise qu'on définit le risque couvert par ce modèle comme un risque assurable. Et le risque ici, c'est l'obligation pour les expéditeurs d'apporter un secours financier au destinataire. Et quant au modèle 3, qui couvre des risques des destinataires, il y a de l'incertitude quant à la légalité de certains aspects qu'on peut voir sur la diapositive. Donc, peuvent les PSTF étrangers agir comme intermédiaires et percepteurs des primes ou peuvent les PSTF locaux qui peuvent-ils vendre des produits d'assurance étrangère. Et finalement, quant à modèle 4, c'est le modèle le plus complexe. Donc, il y a beaucoup de questions d'ordre juridictionnel en raison de la nature transfrontalière de ce modèle. Next slide, please. Donc, il est évident qu'un certain nombre d'obstacles subsistent, ce qui signifie que des mesures proactives sont nécessaires pour permettre l'introduction de ces produits. Les assureurs doivent être prêts à prendre des risques et à lancer de nouveaux produits en partenariat avec les PSTF et en communiquant avec le contrôleur en même temps. Quant aux contrôleurs, ce type de produit peut les aider à s'acquitter de leur mandat de développer le marché d'assurance dans leur juridiction. Pour eux, comme pour les assureurs, l'innovation, la communication et la collaboration sont des impératifs essentiels. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Quentin. Merci Nicole pour cette excellente présentation et aussi pour le rapport de Sandry. Nous avons partagé un lien vers le rapport dans notre boîte chat. Le rapport se concentre sur l'Afrique, mais je pense que les défis et les opportunités mises en évidence sont plutôt globales. Aussi, les points que vous soulevez sur la réglementation sont très actuels pour nos participants. Avant de passer à AXA, je m'excuse de la part de l'AISA. Ils étaient censés nous rejoindre aujourd'hui, mais ils ont eu des problèmes techniques. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu nous rejoindre ce matin, avant. Je vais maintenant passer à AXA. AXA a récemment annoncé un partenariat avec Western Union. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Western Union, c'est le leader des paiements transfrontières. AXA s'est associé à eux pour fournir des produits d'assurance inclusive aux clients de Western Union. AXA est également l'un des assureurs qui participent activement aux produits d'assurance liés au transfert de fonds dans les pays comme la Malaisie et la Thaïlande. Je passe maintenant la parole à Quentin. Quentin, bienvenue. Merci. Il va aller en beaucoup plus de détails que moi. Allez-y. Merci beaucoup Pascal et merci à tout le monde de se connecter aujourd'hui parce que c'est un sujet qui est passionnant, c'est un sujet qui est essentiel, mais c'est aussi un sujet qui est en effet très complexe et c'est seulement un peu tous ensemble qu'on peut trouver certaines solutions à ces enjeux complexes. Caroline, est-ce que tu peux aller à la slide suivante? Merci beaucoup. Donc, juste pour revenir un petit peu et compléter très rapidement ce qui a déjà été dit dans la présentation précédente, c'est que, en effet, le risque est un peu présent au cœur des vies de ce qu'on appelle les travailleurs migrants. Ici, nous, avec deux éléments principaux. Le premier, c'est que, étant donné la prévalence des transferts d'argent dans les revenus des familles restées dans le pays d'origine, donc ça peut monter jusqu'à 80% selon des recherches de l'IFAD, par exemple. En fait, il y a quand même une vraie question qui se pose quand quelque chose se passe, quand quelque chose arrive aux migrants et qu'il n'est plus en mesure en fait d'envoyer ces transferts d'argent. Et on sait, voilà, comme ça a déjà été dit, que c'est souvent des gens qui occupent des emplois plus risqués, plus précaires.
donc avec vraiment des risques d'accident, des risques voilà, liés à la santé. Et des risques également aux pertes d'emploi, avec vraiment la question de savoir comment est-ce qu'on peut sécuriser ces trajectoires. Mais dans l'autre sens, il y a vraiment un autre élément qui est essentiel et qui a déjà été dit, c'est qu'on voit également qu'en fait les transferts d'argent d'urgence, c'est pas une exception, c'est vraiment plutôt la norme. Et donc ici, la statistique que je voulais mettre en avant, c'est que dans la recherche qu'on a faite en Malaisie, en 2018, on a vu qu'il y avait un migrant sur deux qui avait dû en fait faire un transfert d'argent d'urgence à sa famille ou à des proches dans son pays d'origine. Et voilà. En plus, tu as des transferts d'argent réguliers qui sont faits. Et ça peut être pour plusieurs raisons. La raison tout ce qui est lié à la santé, c'est assez évident. Quelque chose d'autre qu'on voit souvent, et notamment en Inde, j'ai également vu ça, c'est en fait, des raisons d'éducation. Donc typiquement, un professeur n'est pas présent ou est malade et donc il faut le remplacer. L'école n'a pas les ressources pour payer un professeur en plus et donc voilà, il faut que la communauté se cotise pour couvrir en fait ses frais. Et c'est souvent en fait aux migrants qu'on va demander de couvrir ça. Et ça, voilà, c'est vraiment pas une exception. Il y a cette statistique en Malaisie. Il y a aussi une statistique que je voudrais mettre en avant, c'est que la même statistique, c'est 75% en Espagne. Donc, souvent avec beaucoup des gens qui viennent d'Amérique latine ou qui viennent du Sénégal ou du Maroc. Mais voilà, il y a les trois quarts des gens qui ont fait au moins un transfert d'argent d'urgence. Donc, tout ça pour dire que le risque, c'est un peu au cœur des trajectoires d'immigration. Mais en même temps, on a aussi affaire à des gens dont le niveau de maturité sur l'assurance est assez variable et clairement, ils ne se réveillent pas le matin en disant tiens, je vais acheter une assurance. Donc, c'est assez variable. Il y a certains pays, donc par exemple aux Émirats Arabes Unis, on se rend compte que 80% des migrants sont au courant, qui sont couverts par une forme de produit de santé qui est connecté à leur visa, que les employeurs doivent prendre quand ils prennent leur visa. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui marche relativement bien en termes de compréhension. Mais par contre, ce chiffre, il tombe à 40% quand on parle de la sécurité sociale en Espagne et pareil, de toutes les assurances accidents fournies par les employeurs en Malaisie. Donc ça veut dire que même quand les gens ont des assurances, ils ne sont pas forcément au courant. Et clairement, ce n'est pas des gens qui vont en acheter des assurances supplémentaires. Du côté des receveurs, c'est un peu le même enjeu et c'est pas une surprise, je pense, à vos yeux. On a fait de la recherche au Kerala en Inde, donc c'est une région qui est dans l'ouest de l'Inde où il y a beaucoup de gens qui partent vers les Émirats, vers l'Arabie Saoudite. Et en fait, la recherche montre que 40% des gens qui récupèrent les transferts d'argent, en fait, il y a seulement 40% des gens qui récupèrent les transferts d'argent qui ont une forme d'assurance. Et ce chiffre, il peut tomber à 10% dans d'autres pays où en fait, il n'y a pas forcément des programmes gouvernementaux comme en Inde. Donc tout ça pour dire qu'il y a clairement un vrai besoin. La question ensuite, c'est pourquoi est-ce qu'on s'y lance maintenant parce que voilà, ces migrations transfrontalières, notamment pour des raisons d'emploi, elles sont pas nouvelles, même si c'est un phénomène qui s'est renforcé. Et c'est clairement, on n'est pas non plus le premier assureur, je pense, à avoir eu cette idée. Il y a eu beaucoup de rapports qui ont été écrits. Mais ce qui a fait qu'on s'y intéresse côté AXA, c'est qu'on pense qu'il y a plusieurs planètes qui commencent à s'aligner. La première, c'est le fait que voilà, ces transferts d'argent se digitalisent à vitesse grand V. Donc on reste quand même sur une très très forte, on reste sur une minorité de transferts qui sont digitaux, de l'ordre de 15%. Mais voilà, c'est quand même les canaux qui sont en plus forte croissance et c'est beaucoup plus facile d'adjoindre un produit d'assurance si on peut s'appuyer sur un programme digital que si tout ça c'est géré de manière papier, et notamment dès qu'on va vouloir avoir un élément transfrontalier dans cette assurance. Et également, ce qui a poussé notre choix, c'est qu'AXA a l'opportunité d'être présent avec des compagnies d'assurance, en fait, souvent des deux côtés des corridors. Donc, par exemple, on va être présent avec AXA en France, mais AXA au Maroc également. On va avoir une entité aux US, et aux États-Unis, on va avoir également une entité au Mexique, etc., etc. Émirats Arabes Unis, Inde. Donc voilà, mais c'est vraiment une condition sine qua non d'avoir des compagnies d'assurance des deux côtés pour pouvoir naviguer ces enjeux réglementaires sur lesquels on va revenir. Et puis je pense que voilà, la situation liée au Covid et l'impact qu'on voit ne fait que renforcer le besoin d'assurance, notamment en santé, et la conscience que les gens ont de l'utilité potentielle de ces produits qui n'étaient peut-être pas aussi présente il y a 6 mois. Donc voilà, est-ce que tu pourrais aller au slide suivant, Caroline, s'il te plaît? Merci beaucoup.
Donc, notre stratégie en termes de proposition de valeur, elle est en 3 temps. La première, elle correspond à ce qui vient d'être expliqué dans la présentation précédente, c'est que on va commencer par assurer en fait l'envoyeur de transfert d'argent. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, parce que en moyenne, la compréhension de l'assurance et des services financiers est plus élevée. Ne serait-ce que voilà, par exemple, parce qu'ils ont affaire à ces transferts d'argent, ils ont peut-être une forme d'assurance obligatoire pour immigrer, etc. Donc il y a une forme, même si c'est très variable par pays, on a quand même plus de conscience, de compréhension de ce que c'est que l'assurance que par exemple la famille à la maison. D'autre part, parce que c'est les influenceurs de comment l'argent qu'ils envoient est utilisé à la maison. Donc, et eux, ils cherchent même à avoir une forme de contrôle et de compréhension sur comment cet argent est utilisé. Et enfin, parce que c'est plus simple d'un point de vue réglementaire, comme on a déjà vu. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé avec des produits aussi simples que possible, des produits en décès, en invalidité, en hospitalisation avec un paiement forfaitaire par nuit passé à l'hôpital, tout ça connecté au transfert d'argent, avec l'idée qu'il fallait qu'on commence avec des produits qui coûtent 1 $ par mois, ce qui est en fait le point de départ qu'on a pris en Malaisie et aux Émirats. Et donc, c'est dans un second temps qu'on s'attelle à des offres d'assurance pour protéger la famille à la maison. Alors là, le besoin principal qu'on a vu, et on vient d'en parler, c'est vraiment la question de la santé. Donc nous, ce qu'on a cherché à développer, par exemple, dans le cadre de la slide qu'on voit ici, ça, c'est des personnes qui viennent des Philippines, qui travaillent à Dubaï, et le besoin principal, clairement, c'était est-ce que je peux assurer mes enfants et souvent ma mère qui s'en occupe aux Philippines, avec une forme de couverture santé, notamment parce que voilà, avec un enjeu de santé pour les personnes plus âgées également. Donc ça, c'est un peu le deuxième temps, avec plus de complexité d'un point de vue réglementaire, mais c'est des programmes sur lesquels on est en train d'avancer dans plusieurs géographies. Et le troisième, il est plus prospectif, c'est la question de l'investissement et de l'épargne. C'est-à-dire que quand ces gens-là font le choix d'aller dans un autre pays pour travailler, c'est un choix difficile et c'est un choix vraiment voilà, coûteux familialement parce que souvent ils ne peuvent pas amener leurs enfants, les membres de leur famille. Et donc du coup c'est un choix qu'ils font à la fois pour assurer un meilleur avenir à leurs enfants, mais également voilà, investir souvent dans peut-être un business à la maison. Donc voilà, quand vous regardez les gens qui travaillent dans la construction à Dubaï, souvent, en fait, ils renvoient de l'argent chaque mois dans l'idée que voilà, quand ils rentreront, ils auront une maison construite, mais également un petit business, une échoppe, etc., dans laquelle ils pourront travailler à leur retour. Mais le souci, il est double. D'une part, c'est que ces gens-là, ils ne peuvent pas épargner dans des institutions financières dans les pays où ils travaillent et résident, parce que souvent, il y a des contraintes de revenus où les produits sont juste pas adaptés. Et il y a aussi une question de confiance. C'est-à-dire que voilà, si je dois quitter le pays, est-ce que je vais vraiment pouvoir récupérer cet argent? Donc souvent, en fait, c'est des formes d'épargne beaucoup plus informelles où voilà, vous envoyez l'argent à votre famille et l'idée, c'est qu'ils investissent dans ce pourquoi vous leur avez envoyé. Mais voilà, il y a souvent des mauvaises surprises et j'ai parlé à beaucoup de gens des situations très compliquées où voilà, la personne avait travaillé pendant 20 ans à Dubaï et en fait, que le jour où elle est rentrée, en fait, elle s'est rendue compte qu'elle avait plus rien, que tout cet argent avait été dilapidé par des membres de sa famille, voilà, à qui elle n'avait pas pu se confier. Donc ce genre de situation, la question existe de savoir si à l'avenir on pourra aussi proposer des produits d'épargne, probablement situés dans le pays d'origine des personnes, mais qui correspondent vraiment à ces besoins. Et c'est pas forcément évident non plus d'un point de vue réglementaire, mais à mon avis c'est un besoin essentiel. Est-ce que tu peux aller à la slide suivante, s'il te plaît, Caroline? Merci. Et donc du coup, tout ça nous amène un peu à notre expérience. Donc, je vais peut-être revenir un petit peu plus tard sur notre expérience en Malaisie, aux Émirats, si ça vous intéresse, mais je voulais terminer cette présentation sur le programme qu'on vient de lancer avec Western Union en France. Voilà, en fait, ça se construit sur nous, notre expérience et notre ambition qu'on a un peu décrite au cours de ces deux présentations. Du côté de Western Union, c'est aussi essentiel parce qu'en fait, le marché des transferts d'argent, c'est un marché qui devient de plus en plus concurrentiel. Western Union, c'est l'acteur historique.
c'est l'acteur qui a le plus grand réseau, où on peut envoyer de l'argent dans tous les pays, jusqu'aux zones les plus rurales de ces pays. Mais bon, voilà, ils sont quand même concurrencés maintenant par beaucoup d'acteurs digitaux, des TransferWise, enfin voilà, des Zoom, une solution de PayPal, etc. Donc il y a une forte concurrence sur le business traditionnel, mais aussi une forte opportunité en fait de convertir la confiance qu'ont les utilisateurs de leurs services pour en fait vendre d'autres types de produits. Parce que voilà, quand on prend un petit peu de recul, c'est quand même assez incroyable qu'on puisse donner de l'argent en cash, voilà, dans une rue à Paris et que ça arrive instantanément à votre famille au Maroc ou en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est quand même vraiment quelque chose qui crée une confiance. Et nous, en tant qu'assureurs, on veut en fait pouvoir tirer parti de cette confiance. Donc c'est une stratégie également de Western Union. Donc comment est-ce que le partenariat va fonctionner? Donc le premier programme qu'on lance avec Western Union, il est en France. Et en fait, il va viser les diasporas qui viennent d'Afrique francophone, donc de 10 pays d'Afrique, donc d'Afrique du Nord et aussi des pays de la zone CIMA. Je peux revenir sur ces 10 pays. Mais en gros, l'idée, c'est si vous faites un transfert avec Western Union sur leur canal digital, pour commencer, westernunion.com, en fait, vous bénéficiez de cette assurance. C'est une assurance vie et invalidité pour une valeur de 1 000 euros, ce qui correspond à 6 mois de transfert d'argent en moyenne. Et en fait, cette assurance, elle est gratuite et elle est renouvelée à chaque fois que vous envoyez un transfert d'argent avec Western Union. Donc, ça revient un peu sur la logique du freemium qui a été exposé un petit peu plus tôt. C'est l'idée de récompenser une forme de loyauté envers Western Union et donc, en fait, de financer l'assurance à travers du fait que, en fait, que les gens, plutôt que de transférer avec deux providers, deux fournisseurs de transfert d'argent, ils vont transférer uniquement avec Western Union. L'idée, voilà, c'est vraiment c'est la première phase. C'est quelque chose sur lequel on a beaucoup à apprendre encore, que ce soit d'un point de vue réglementaire, que ce soit d'un point de vue besoin client, que ce soit d'un point de vue expérience client. Ce qu'on fait, c'est que le premier, c'est très imparfait pour l'instant, mais voilà, on espère pouvoir construire. Donc ça, c'est quelque chose d'assez récent. On l'a lancé il y a une dizaine de jours. Mais on espère, sur les prochains mois et les prochaines années, pouvoir étendre, renforcer et diversifier notre offre, voilà, avec la possibilité pour les gens peut-être d'augmenter cette couverture ou d'acheter d'autres types de produits d'assurance ou de services. Donc, je pense notamment à tout ce qui va être télémédecine, donc la possibilité de donner accès à des médecins au téléphone, avec des ordonnances également délivrées digitalement. Ou sinon, un autre élément sur lequel on a vu énormément de demandes de la part de la diaspora africaine, c'est la question du rapatriement des corps en cas de décès. Donc voilà, avec vraiment un souhait que les personnes puissent être rapatriées pour être enterrées chez elles, mais en même temps des grands défis financiers et opérationnels pour réussir à faire ça, parce que ça veut dire pouvoir récolter 4 à 5 000 euros en un temps très court, et c'est très complexe pour les familles. Donc voilà, on a inventé une offre chez AXA en s'appuyant sur nos expertises en assistance, et on espère que ce sera quelque chose qu'on pourra commercialiser avec Western Union pour voir s'il y a une demande. En tout cas, c'est une demande qu'on a observée dans les focus groups qu'on a fait. Et voilà, à moyen terme également, la possibilité de tirer parti qu'AXA est présent au Maroc, AXA est présent dans certains pays de la zone CIMA, pour également proposer en fait des produits de santé pour les gens qui reçoivent des transferts d'argent et non pas seulement ceux qui en envoient. Et peut-être juste un mot pour conclure, c'est que on va avoir besoin de beaucoup d'échanges pour réussir à faire marcher ces programmes avec Western Union, bien sûr, avec nos clients, mais également avec toutes les autorités de réglementation, que ce soit celle de l'assurance ou celle des transferts d'argent, dans les pays d'envoyeurs ou dans les pays receveurs. Parce que voilà, comme on a vu déjà dans la première partie de cet appel, il y a beaucoup de contraintes réglementaires. Il y en a qui sont spécifiques à la France, sur lesquelles on pourra revenir également. Mais clairement, si on peut réussir à les surmonter, ce sera ensemble, et ça pourra vraiment avoir un énorme impact sur toutes les personnes qui envoient et qui reçoivent des transferts d'argent. Donc voilà, et Caroline ou le reste de l'équipe, ou Pascal, à toi la main. Merci. Bon,
je ne pense pas qu'on a plus de questions, mais je voudrais peut-être conclure par une autre question à Nicole et Quentin, si vous voulez. Si vous pouviez tous les deux résumer ce que vous pensez être les défis ou les opportunités que la pandémie Covid aura sur les produits d'assurance liés au transfert d'argent ou sur les transferts d'argent de fonds en général. Quentin, si je peux commencer avec vous et après on passera à Nicole. Bien sûr. Ben, je pense qu'il y a c'est toujours pareil. Ça pose des défis, mais c'est aussi des opportunités. Et donc, typiquement, voilà, la Banque mondiale montre qu'il y a 20% enfin, ils pensent qu'il y aura un impact de 20% sur les transferts d'argent à cause du Covid, notamment parce que voilà, il y a beaucoup de personnes dont les occupations étaient précaires, qui vont perdre leurs revenus dans les pays d'envoi et donc du coup ne vont pas pouvoir faire ces transferts d'argent. 20%, à mon avis, ce sera, enfin, des discussions qu'on a avec Western Union, c'est probablement le pire scénario. On se situe aujourd'hui plutôt aux alentours de 10%, donc on espère qu'il n'y aura pas un trop gros impact parce qu'on sait que l'impact finalement il est vraiment sur les familles à la maison. Donc ça c'est le défi, c'est que clairement il y aura quand même moins de transferts d'argent. L'opportunité dans un certain sens, c'est qu'il y aura plus de transferts d'argent digitaux. On voit que depuis le mois de mars, westernunion.com par exemple, c'est un taux de croissance à 2 chiffres qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Donc typiquement parce qu'il y a des gens qui sont passés du transfert d'argent physique au transfert d'argent digital. Et ça, c'est un changement de comportement qui est très difficile à réussir, mais clairement, le Covid a été un facteur clé parce que les gens n'avaient juste plus la possibilité de transférer l'argent physiquement. Et ensuite, nous, on voit également, et j'y revenais, pour les assureurs, c'est à la fois également une opportunité parce qu'il y a une vraie demande de services de santé, une prise de conscience de l'assurance, mais en même temps aussi un défi qui est, il faut avoir les bons produits, il faut avoir des produits qui couvrent la pandémie et qui n'aient pas d'exclusion pour le Covid, parce que si en ce moment où tout le monde ne pense qu'au Covid, en fait votre produit il couvre pas ça. Typiquement, vous allez créer enfin, ça va être terminé en termes de création de confiance et les gens n'achèteront jamais vos produits. Donc nous, voilà, dans les pays émergents, on a enlevé toutes les exclusions liées au Covid et aux pandémies en général de nos produits. C'était déjà le cas pour nos produits d'assurance inclusive, mais même sur les produits traditionnels d'AXA, on a enlevé ces exclusions. Et c'est seulement à ce prix qu'on peut réussir à créer une forme de confiance dans cette crise. Merci, Quentin. Nicole, est-ce que vous voulez rajouter à ça ou est-ce que vous avez d'autres opinions? Non, très bien dit, Quentin. Merci. Rien de plus de mon côté. Merci. Et merci beaucoup. C'est évident que la numérisation et la digitalisation devient de plus en plus important pendant ces crises. C'est vraiment quelque chose qui, dans plusieurs de nos webinaires, c'est un terme qui se répète plusieurs fois. Et il est clair aussi qu'avec ces produits, il y a des produits très complexes, mais il existe aussi un grand potentiel pour l'assurance inclusive. Finalement, je voudrais remercier Quentin et Nicole. On vous remercie encore pour avoir pris le temps de nous parler. Nous comprenons que dans une heure, nous ne pouvons pas aborder tous les problèmes, mais j'espère que nous aurons pris un bon départ. Si vous voulez plus de détails sur le rapport de Stanfree, il y a un lien dans notre boîte chat et aussi on va vous envoyer dans un email après ce coup de téléphone. Aussi sur le COVID-19, l'ADI a publié une plateforme sur les réponses globales et mes collègues dans le secrétariat ont publié une série de blogs. Enfin, je voudrais remercier tous ceux qui se sont inscrits aujourd'hui et je serais ravie si vous voulez participer également au prochain webinaire qui aura lieu le 13 juillet. Ce sera une série exceptionnelle encore sur les risques des pandémies. Et ce sera un peu différent que normalement parce que ça sera ouvert au public, pas seulement aux contrôleurs. Merci pour votre participation et surtout, bonne santé. À bientôt. Au revoir. Merci Pascal. Merci Quentin. Merci Nicole. Merci Nicole. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.